À Los Angeles, l'agent des plus grandes stars de Hollywood, Ronny Chasen, a trouvé la mort comme dans une scène de film. Elle a été criblée de balles au volant de sa voiture. Dans Beverly Hills, la psychose s'empare des personnalités du Gotha. Les gens étaient complètement paranoïaques. Du style « Oh mon Dieu, il y a quelqu'un de dangereux dehors ». Dans la Cité des Anges, rumeurs et spéculations sur l'assassinat de Ronny Chasen vont bon train. Plongé au cœur d'une mystérieuse affaire au pied des collines de Hollywood. Au Texas, c'est la superstar de la musique latina qui disparaît dans des conditions dramatiques. Selena Quintanilla, la petite princesse mexicaine, venait de triompher aux Grammy Awards. Pourquoi cette jeune femme en pleine ascension a-t-elle été exécutée? Elle était si bonne et si confiante, et c'est certainement cela qui a causé sa perte. La ferveur de ses fans a-t-elle été fatale à Selena? Que faisait la jeune star dans un motel isolé du Texas? Retour sur un conte de fées qui a viré au cauchemar. À Munich, le célèbre et fantasque couturier allemand Rudolf Mosshammer est retrouvé assassiné dans sa maison. Sa mort est un électrochoc pour les Munichois. Sa luxueuse boutique a tiré tout le showbiz et les grandes fortunes. Un crime étrange. On a eu le sentiment que quelqu'un avait maquillé la scène, comme dans un mauvais polar. Les enquêteurs ont-ils réussi à démasquer le tueur de Rudolf Mosshammer? Le 16 novembre 2010, Ronny Chasen, l'agent des stars de Hollywood, est assassiné en pleine nuit au volant de sa voiture dans les rues paisibles de Beverly Hills. Elle faisait partie de l'entourage des stars. Elle était amie avec l'élite, avec des gens des magazines, de la télé. Un meurtre à Beverly Hills. La psychose s'empare de la ville la plus riche et la plus sûre du monde. Les gens étaient complètement paranoïaques. Du style « Oh mon Dieu, il y a quelqu'un de dangereux dehors ». À Hollywood, la nouvelle du meurtre a mis le feu aux poudres des médias. Les scénarios les plus fous sont évoqués. Certains disaient que c'était quelqu'un de la mafia, à qui elle devait de l'argent, que c'était une affaire de famille ou une personne influente d'Hollywood avec qui elle s'était fâchée. Sur la scène de crime, les policiers de Beverly Hills relèvent des indices qui vont dans le même sens. Ça a donné l'impression que la personne qui avait tiré savait ce qu'elle faisait. Et les gens qui savent ce qu'ils font sont généralement ceux qui sont payés pour le faire. Ronny Chasen a-t-elle fait une mauvaise rencontre ce soir-là? Avait-elle un contrat sur la tête? Qui pouvait en vouloir à l'agent des stars? Plongé dans l'un des plus mystérieux meurtres de Hollywood. Beverly Hills, la ville la plus riche du monde. Au pied des collines de Hollywood. Ici, tout n'est qu'ordre, beauté, luxe, calme et célébrité. 15 petits kilomètres carrés qui concentrent le plus grand nombre de stars de la planète. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Eva Longoria ou encore David Beckham, les personnalités du showbiz vivent ici entre elles, cachées dans leur villa de rêve. Bienvenue dans le ghetto du Gotha. Ce soir, sur Hollywood Boulevard, c'est l'avant-première tant attendue de la comédie musicale burlesque avec Cher et Christina Aguilera. Des centaines de fans se pressent pour apercevoir leurs idoles. Les limousines succèdent aux limousines. Les stars défilent sur le tapis rouge. À 2 pas du carré des photographes, Ronny Chasen, une personnalité incontournable d'Hollywood. Elle est l'agent des plus grandes stars du cinéma américain. Et si ce soir elle trône sur le tapis rouge, c'est pour soutenir une de ses clientes, Diane Warren, qui a composé le titre phare du film. Et l'enjeu est d'importance. Nous sommes à quelques semaines de la grande cérémonie des Oscars. Grâce au savoir-faire de Ronny Chasen, on parle déjà d'une nomination pour Diane alors que personne n'a vu le film.
C'était son job d'amener sur le tapis rouge des célébrités, des auteurs, des gens qui ont besoin de faire parler d'eux. Elle faisait donc partie de l'entourage des stars. Elle était amie avec l'élite, avec les gens des magazines, avec ceux de la télé. Après la projection, une fête a lieu dans l'un des plus luxueux hôtels d'Hollywood. Mais Ronnie part tôt. Elle n'aime pas se coucher tard. Il est environ minuit lorsqu'elle monte dans son véhicule et se dirige vers le très chic quartier de Westwood où elle vit. La voiture file sous les lumières brillantes du mythique Sunset Boulevard. Ronnie Chasen passe alors un mystérieux coup de fil. Puis, peu à peu, les lumières s'estompent pour laisser place à la végétation touffue de Beverly Hills. D'un seul coup, vous entrez dans Beverly Hills. Là, il y a une grande pancarte qui dit « Bienvenue à Beverly Hills ». Et là, tout change. C'est très guindé, très chic et très calme. C'est certainement un trajet que Ronnie avait fait 1 millier de fois. Moi-même, je l'ai fait 1000 fois. Enfin, tout le monde prend ce chemin-là. Enfin, à condition d'appartenir au cercle très privilégié de la jet-set de Beverly Hills. Tout est calme sur Sunset Boulevard. Ronnie Chasen n'est plus qu'à quelques miles de chez elle. Le feu passe au rouge à l'angle de Whittier et Sunset Boulevard. Quand soudain, 5 coups de feu sont tirés sur Ronnie Chasen. La berline de luxe dévie sa course, continue de rouler sur 100 mètres pour s'encastrer violemment dans un lampadaire. On sait que la première personne à avoir appelé la police pour signaler un incident, c'était un voisin dans Beverly Hills. C'est un quartier très tranquille. Tard dans la nuit, quelqu'un a entendu des tirs, puis le bruit de la voiture qui a percuté le lampadaire. Un bruit très violent qui a éveillé les gens aux alentours. Et la police a été prévenue très vite après l'accident. En effet, quelques minutes à peine après les coups de feu, la police de Beverly Hills est sur les lieux de la fusillade. La vitre côté passager du véhicule est brisée. Il n'y a pas d'impact de balle sur la voiture. Mais à l'intérieur, les policiers découvrent une femme blonde, le visage penché sur le volant. Elle a reçu plusieurs balles dans le corps. Elle est très gravement blessée. La femme est transportée d'urgence à l'hôpital Cedars-Sinai de Los Angeles. 1 heure plus tard, Ronnie Chasen est déclarée morte. Que s'est-il passé cette nuit du 16 novembre 2010 sur cette avenue tranquille de Beverly Hills? Ronnie Chasen a-t-elle été victime d'un rôdeur ou a-t-elle fait l'objet d'un assassinat prémédité? Très vite, la nouvelle fait le tour de Los Angeles et des médias. Les chaînes interrompent leur programme pour couvrir l'événement. Le meurtre de Ronnie Chasen fait l'ouverture des JT. J'ai lu la nouvelle et je me suis mise à pleurer. Et bien sûr, quand ils ont su, les gens d'Hollywood ont été abasourdis. Personne n'a travaillé ce jour-là. C'était presque pire que si une star était décédée, car c'était un assassinat. Un assassinat de quelqu'un que tout le monde respectait énormément. Les enquêteurs se penchent sur la carrière de Ronnie. Si le public ne la connaissait pas, Ronnie Chasen était pourtant une personnalité centrale du monde du cinéma et du showbiz. Cette petite blonde à l'énergie débordante, au sens de l'humour aigu, était une figure de la profession, parmi les plus respectées du milieu. Hollywood était sous le choc et les réseaux sociaux sont devenus fous ce jour-là. Ronnie Chasen était une publiciste très appréciée, une icône hollywoodienne qui avait vraiment sa place aux côtés des plus grandes célébrités et avait aidé beaucoup d'entre elles dans leur carrière. De Natalie Wood à John Travolta, plusieurs stars lui doivent en effet leur carrière. Les étoiles du cinéma et les relations publiques, Ronnie était tombée dedans toute petite. Son histoire débute à New York dans les années 70. Aux côtés de son frère, réalisateur, elle s'occupe de la promotion de films de série Z. Mais Ronnie est ambitieuse.
Elle s'envole alors pour la Mecque du cinéma. Elle travaillait pour Roger & Cowan, une agence de communication très connue à Los Angeles depuis de nombreuses années, avant de monter sa propre agence, Chasen & Company. Chasen & Co, ce sera le bébé de Ronnie. Pas de mari, pas d'enfant, elle consacre sa vie à sa carrière. Sa société porte son nom. Ronnie affiche fièrement son indépendance. Si on la croise souvent sur le tapis rouge, c'est surtout parce qu'elle est une grande lobbyiste de la cérémonie des Oscars. Morgan Freeman lui devait son Oscar pour Miss Daisy et son chauffeur. Et Michael Douglas, celui de meilleur acteur pour Wall Street. Parmi ses dernières campagnes de lobbying, elle affichait de beaux succès, de Social Network à Slumdog Millionnaire, en passant par Burlesque. Un travail de l'ombre fait de sourires et d'attention. Quand la campagne pour les Oscars commence, les gens pensent que les nominations font l'objet de débats. Mais c'est en fait quelque chose de totalement calculé par les attachés de presse qui font pression pour que leurs clients soient nominés. Ronnie appelait différents magazines, le Hollywood Reporter, Variety. Elle travaillait sans relâche pour ses clients. Et c'est pour ça qu'elle était connue, pour sa grande pugnacité et sa réputation de dure à cuire. Une réussite qui pouvait attirer des jalousies. Car derrière la petite statuette en or, des millions de dollars sont en jeu. Une bonne raison pour se faire des ennemis. Même 2 mois après sa mort, Ronnie Chasen connaît encore le succès. Diane Warren, sa protégée, obtient le Golden Globe Award pour la meilleure chanson du film Burlesque. Dedicate this to somebody a lot of you knew and all of us loved, to Ronnie Chasen. This is for her. And thank you. Implacable et persévérante, Ronnie était à 64 ans de la vieille école des relations publiques. Pas le genre à faire des courbettes. Elle ne faisait pas de concessions. Elle était très honnête, très frontale et disait vraiment ce qu'elle pensait. Ce n'était pas le genre à enjoliver les choses. Pas le genre à vous dire « Tiens chérie, prends un chocolat » avant de vous balancer à la figure « Je déteste ton film ». C'était une femme forte et je comprends très bien cela. Je ne pense pas que l'on puisse rencontrer le succès sans ça, car les gens vous piétinent vite, particulièrement dans cette ville et dans cette industrie. Sa réussite professionnelle, son influence dans les coulisses des Oscars ont-elles suscité des jalousies dans l'univers glamour d'Hollywood? Ronnie se serait-elle fait des ennemis au point de se faire assassiner? Ce 16 novembre 2010, celle qui travaillait dans l'ombre des stars s'est retrouvée en haut de l'affiche. Au petit matin, les riverains huppés de Beverly Hills sont sous le choc. Un crime à Beverly Hills, les 2 mots sont incompatibles dans ce paradis de la jet set. Hollywood était sous le choc, Beverly Hills était sous le choc. Quoi? Ronnie? Assassiné? À Beverly Hills? Ça n'a pas de sens. Et pour cause, la ville a la réputation d'être la plus sûre du monde. Ici, les homicides sont rares. La police est omniprésente et les caméras de vidéosurveillance plus nombreuses que les piétons. Beverly Hills a été choquée par cette histoire. C'était une brèche dans le sas de sécurité de cette ville. Beaucoup de gens, y compris moi, ont choisi de vivre là-bas pour la simple et bonne raison qu'il y a un taux de criminalité très bas. C'est un endroit charmant où les gens aiment vivre, car Beverly Hills a cette réputation de sécurité absolue, où le risque d'agression, de violence est quasiment inexistant. La peur s'empare de la ville. C'est le début de la psychose. Les gens devenaient complètement paranoïaques, du style « Oh mon Dieu, il y a quelqu'un de dangereux dehors ». Ils ont commencé à avoir vraiment peur. C'était comme si tout le monde, en même temps, retenait son souffle. Au QG de la police de Beverly Hills, on est sur le pied de guerre. La pression est énorme. Les policiers n'ont pas droit à l'erreur. Ils doivent rapidement trouver le coupable du meurtre de l'agent des stars.
times like this in the city of Beverly Hills, so it is a surprise to us. We've got numerous investigators at the scene that are trying to piece this thing together. Première surprise pour les enquêteurs, le tireur n'a pas touché aux effets personnels de Ronnie. Rien n'a été volé dans la voiture. Un deuxième élément les intrigue. Les policiers ne retrouvent aucune douille de revolver sur la scène de crime. L'un des premiers éléments qui est ressorti de l'enquête était qu'il n'y avait pas de douille. Ça a tout de suite mené les gens à en déduire qu'il s'agissait d'un contrat. Un tueur professionnel avait été embauché pour tuer Ronnie et était assez expérimenté pour récupérer les douilles. D'autant que le rapport d'autopsie vient confirmer ces premières investigations. Le médecin légiste révèle que Ronnie Chasen a reçu 5 balles dans le thorax et que les balles sont très proches les unes des autres. Cela donnait l'impression que la personne qui avait tiré savait ce qu'elle faisait. Et les gens qui savent ce qu'ils font sont généralement ceux qui sont payés pour le faire, comme les gars de la mafia ou un tireur d'élite ou bien un malfrat qu'on a payé pour liquider une personne. Un contrat passé sur la tête de Ronnie. Le meurtre serait l'œuvre d'un tireur professionnel. Une première piste d'enquête qui est confirmée au plus haut niveau. Très vite après le meurtre, le médecin légiste a fait une déclaration en disant qu'il s'agissait du travail d'un professionnel. Mais également le maire de Beverly Hills a fait une déclaration du même type. Vous avez donc 2 représentants officiels qui déclarent que le meurtre serait l'œuvre d'un pro, que les circonstances dans lesquelles elle a été tuée au volant de sa voiture font penser à un contrat. Pas de douille dans le véhicule, des impacts groupés sur la poitrine de la victime, pas de traces de vol. Les éléments recueillis par les enquêteurs convergent dans le même sens, celui d'un meurtre de sang-froid. Un dernier indice vient appuyer cette piste. On a appris très rapidement que l'une des pistes suivies par les enquêteurs était celle d'un 4x4, d'où les coups auraient été tirés, compte tenu de l'angle de tir sur la voiture. L'angle de tir, déterminé par les médecins légistes, indique en effet que le tueur se trouvait plus haut que la passagère. Les coups de feu seraient donc partis depuis un 4x4. Dès le début, les enquêteurs ont parlé d'un 4x4. On imagine une voiture noire, aux vitres teintées, un meurtre mafieux, sombre et calculé. Pour les enquêteurs, les indices balistiques ont parlé. Ce meurtre est le travail d'un pro. Mais aucun autre élément n'est susceptible de les renseigner sur l'identité du tueur. Pas d'ADN, pas de traces de pneus, aucune preuve matérielle ne vient confirmer leur théorie. Les policiers sont dans l'impasse. Le dernier espoir, retrouver un témoin du crime. Cette partie de Sunset Boulevard est un endroit très en vue de Beverly Hills, avec plein de villas somptueuses, habitées par les gens les plus VIP qui soient. Ce n'est pas là-bas qu'on voit des gens se promener dans les rues. À la rigueur, en journée, vous pouvez croiser un jogger ou 2, peut-être une maman avec sa poussette. Mais c'est une zone ultra privilégiée, réservée aux plus riches des plus riches. Donc il n'y avait vraiment personne pour voir ce qui s'est passé. Sans témoin oculaire, les policiers se retrouvent une nouvelle fois à l'arrêt. Ils misent donc sur les caméras de surveillance des villas alentours. Dans ce quartier de Nanty, chaque demeure est équipée des dernières technologies en matière de sécurité. Des gens qui vivaient à proximité de la scène de crime et qui n'étaient même pas chez eux ce soir-là ont découvert, grâce à leurs caméras de surveillance, que leur propre maison pouvait avoir été témoin du meurtre. La chance sourit enfin aux enquêteurs. Une caméra a enregistré la scène du crime. À proximité de l'intersection entre Sunset et Whittier, la caméra de surveillance de l'une des villas a enregistré la scène ce soir-là. Pour rédiger mon article, je me suis rendu chez les propriétaires de la villa. Et la seule chose que l'on voyait sur la vidéo, c'était la voiture de Ronnie finir sa course dans un lampadaire. Malheureusement, la caméra est mal orientée et n'a pas enregistré la scène de crime. La déception est grande pour les policiers de Beverly Hills. Aucun témoin, aucune image, pas d'indice de vol.
Pourquoi et comment le tueur a-t-il effacé les traces de la scène de crime? Quelqu'un en voulait-il à Ronnie Chasen au point de commanditer sa mort? Les policiers en sont certains. Un contrat a été passé sur Ronnie Chasen. Et pour mettre la main sur le tueur, il faut démasquer le commanditaire. Les enquêteurs vont alors partir à la recherche de pistes et retourner dans le passé de Ronnie. N'importe quelle enquête de police bien menée commence dans le cercle intime de la victime, puis s'élargit encore et encore. La plupart des homicides, des kidnappings, des viols, enfin ce genre de crimes ou de violences, ont généralement lieu entre personnes qui se connaissent. C'est donc logique que la police ait commencé par fouiller sa vie de famille, sa vie privée, ses affaires, son business. C'est logique de commencer par là. Et les policiers ont raison de s'intéresser à sa vie privée, car elle a accumulé au fil des années un joli pactole de 6 millions de dollars. Est-ce qu'elle avait de l'argent? Bien sûr qu'elle en avait. Est-ce qu'elle était multimillionnaire? Non, mais elle était millionnaire. Alors à qui revenait la coquette somme de 6 millions de dollars? Sans descendant direct, Ronnie avait rédigé un testament qui va intriguer les enquêteurs. Bien sûr, la police s'est penchée sur l'identité de ses bénéficiaires. L'un d'entre eux était son frère, et puis il y avait ses 2 nièces. L'une d'entre elles a hérité, et l'autre n'a rien eu. Il est évident qu'en tant qu'individu, vous avez tout à fait le droit de traiter de façon différente les membres de votre famille. Mais en tant qu'enquêteur, vous devez d'y regarder de plus près. Et voilà ce qu'a dicté alors Ronnie Chasen dans le fameux testament. J'ai intentionnellement et en toute connaissance de cause omis de léguer de l'argent à ma nièce Jill Cohen, à part ce cadeau de 10 dollars. L'une des nièces hérite donc du pactole et l'autre reçoit un camouflet. De toute évidence, il y a quelque chose qui sent mauvais. Quand dans une affaire, un membre est explicitement traité différemment d'un autre alors qu'ils ont le même rang familial. La piste des nièces est intéressante. Mais les policiers vont très vite se rendre compte que les 2 jeunes filles ne savaient rien des dernières volontés de Ronnie. Le testament était une fausse piste. Retour à la case départ pour les enquêteurs. Les journalistes, eux, font leur chou gras de ce mystère. Ils spéculent sur le mobile du meurtre et échafaudent les théories les plus folles. Les rumeurs courent, grondent et deviennent impossibles à arrêter. Ronnie Chasen était très connu. Et Hollywood est une ville où les gens gagnent leur vie en racontant des histoires. Comme il n'y avait pas de dénouement à ce crime, des théories ont commencé à circuler sur le fait qu'elle avait de l'argent caché. Des gens racontaient plein d'histoires. Elle avait soi-disant volé de l'argent à des gens du milieu, ce qui accréditait l'hypothèse d'un contrat passé sur sa tête. Différentes théories ont commencé à circuler, et certains sont même allés jusqu'à évoquer des dettes de jeu. Ronnie Chasen était connue pour être une grande collectionneuse d'art. Donc des gens ont commencé à spéculer sur le fait qu'une pièce rare était au centre de l'affaire, qu'une transaction avait mal tourné et qu'en gros, elle s'était retrouvée en affaire avec les mauvaises personnes. Franchement, c'était des histoires dignes d'un roman noir. Si les journalistes se transforment en scénaristes, c'est qu'ils n'ont aucune information à se mettre sous la dent. La police reste désespérément silencieuse sur l'affaire. Un silence révélateur de son incapacité à développer une piste sérieuse. Toutes les voies explorées sont sans issue. Rien de louche dans les relations familiales de Ronnie. Pas de dette de jeu, ni de conflit d'intérêts, ni même de transactions illégales dans le milieu de l'art. La police s'enlise, piétine, patauge. Elle va alors bénéficier d'un coup de pouce inespéré. Steve Katz est le rédacteur en chef de l'émission qui traque les criminels en direct. America's Most Wanted est un carton d'audience depuis plus de 20 ans. Le principe, aussi simple que direct. Si vous savez quelque chose sur un crime, une disparition ou un fugitif, appelez-nous. Des gens sont venus nous voir et nous ont dit « Allez-y, cette affaire est faite pour vous, elle est très médiatisée et la police patauge.
Donc on a joint les forces de l'ordre et commencé à travailler avec eux. 15 jours après le meurtre, l'émission diffuse l'appel à témoins concernant le meurtre de Ronny Chasen. Et bien sûr, il y a une récompense à la clé de 125 000 $. Résoudre un crime à Hollywood n'a pas de prix. Voilà de quoi allécher les chasseurs de primes. Le mystérieux tireur va-t-il être dénoncé ? L'émission de télé va-t-elle enfin sortir la police de l'impasse ? Et surtout, qui a bien pu commanditer le crime de l'attaché de presse des stars ? L'appel à témoins de l'émission America's Most Wanted va une fois de plus être payant. Chasen attended the premiere of the new movie Burlesque Tuesday night. Police say it's assumed she was making her way home when she was killed. Sur les 25 saisons de America's Most Wanted, plus de 1150 fugitifs ont été attrapés de cette façon. Des gens appellent et disent « Je sais quelque chose sur cette personne. Elle est avec moi en ce moment, ou elle vient dîner chez moi tous les mercredis, ou ce genre de choses. » C'est un carton d'audience. Très vite dans la soirée, un gros poisson mord à l'hameçon. Quand l'informateur nous a contactés, il a même appelé plusieurs fois d'ailleurs. Il était nerveux. Donc une de nos opératrices l'a accompagné dans le processus pour qu'il parle. Un informateur anonyme qui voulait empocher les 125 000 $ disait que le meurtrier de Ronny Chasen paradait dans tout Hollywood se vantant de l'avoir tué. L'informateur est prudent et veut rester anonyme. Selon lui, l'auteur du crime serait un homme de 43 ans, célibataire, du nom d'Harold Smith. Pour la première fois, les enquêteurs tiennent une piste sérieuse. L'homme est connu des services de police. Il a déjà été condamné plusieurs fois pour cambriolage et actes de violence. Monsieur Smith était sorti il y a peu de prison. Il consommait des drogues régulièrement et visiblement, il inquiétait le voisinage. Il avait un comportement visiblement erratique et l'informateur a pensé que ça valait le coup de contacter l'émission. Ce 2 décembre 2010, plusieurs officiers de police se rendent chez le suspect dans un quartier modeste d'Hollywood, à plus de 10 km du luxe de Beverly Hills. Harold Smith est domicilié au 5640 Santa Monica Boulevard, au Harvey Apartment, un logement social. Tout a l'air normal pour les policiers quand ils entrent dans ce petit immeuble. Smith est sans emploi, mais se tiendrait tranquille depuis sa sortie de prison. Un policier frappe à la porte de Smith. Et là, derrière la porte, Harold Smith vient de se tirer une balle dans la tête avec un revolver de gros calibre. Les policiers ne trouvent rien à l'intérieur, pas de grosses sommes d'argent. Le seul bien de M. Smith est garé devant l'immeuble, son vélo. Ce geste désespéré est-il un aveu de culpabilité? Sur place, une conférence de presse est improvisée devant un parterre de journalistes à l'affût. Les journalistes spéculent désormais sur la possibilité qu'Harold Smith soit le meurtrier de Ronny. Mais une source proche de l'enquête révèle à la presse une information de taille. Selon les premières constatations, le revolver avec lequel s'est suicidé M. Smith n'est pas celui qui a servi à tuer Ronny. La piste du tueur d'élite est donc toujours valable. Une hypothèse qui semble plus gratifiante aux yeux des policiers de Beverly Hills que celle d'un petit délinquant de seconde zone. Mais coup de tonnerre, une semaine plus tard. Lors d'une conférence de presse, voici que le chef de la police de Beverly Hills fait marche arrière. The weapon used by our person of interest, Harold Martin Smith, to commit suicide does preliminarily match the evidence from the Chasen homicide. Une volte-face que s'empressent de relever les journalistes exaspérés par les incohérences de la police. Well, that is contrary to what the reports earlier in the week said, that there was no match and that it was back to square one. And while police won't defend... Le scénario hollywoodien échafaudé par le maire et la police s'effondre. Il n'y a plus de règlement de compte mafieux, plus de contrat sur la tête de Ronny, ni de tueur à gages en 4x4.
mais un simple crime de rôdeur d'un petit délinquant. Harold Smith aurait tenté de dépouiller Ronnie, un banal acte de violence qui a mal tourné. La réputation des policiers de Beverly Hills en prend un sérieux coup. Je pense que le premier jour de l'enquête, ils se sont dit « Waouh, on va faire une déclaration publique et on va montrer que nous avons déjà une vision de l'affaire. Tout le monde verra que nous sommes super pointus sur les enquêtes criminelles. » Et tout ça leur est revenu dans la figure. 3 semaines plus tard, ils ont eu l'air d'amateurs. Autre révélation étonnante, Harold Smith ne conduisait pas de 4x4, mais son vélo lorsqu'il a abattu Ronnie Chazen. L'un des détails les plus notables, c'est qu'Harold Smith a pris son vélo et a roulé environ 10 km entre Hollywood et Beverly Hills. Il était donc sur son vélo lorsqu'il a tué Ronnie Chazen. Et le fait d'entendre que le tueur est un homme à vélo a vraiment énervé tout le monde. Voilà une histoire extraordinaire qui finit en un banal braquage qui a mal tourné. Un type drogué à bicyclette qui a tué une femme dans une voiture de luxe. Ce 16 novembre, vers minuit, Ronnie est donc monté dans sa voiture et a téléphoné à son bureau. Le mystérieux coup de fil passé n'était en fait qu'un simple rappel de son emploi du temps. La luxueuse voiture a filé dans les rues silencieuses de Beverly Hills, s'est arrêtée au feu rouge à l'angle de Wheeler Drive et Sunset Boulevard, quand soudain, Harold Smith, au guidon de son vélo, s'est approché silencieusement de la voiture. Il a mis le pied à terre, a aperçu une silhouette blonde et lui a tiré 5 balles dans la poitrine. Le véhicule a fini sa course dans un lampadaire. Mais il reste un mystère. Pourquoi Harold Smith a-t-il tiré sur l'agent des stars? Ronnie était-elle au mauvais endroit au mauvais moment? Crime commandité ou violence gratuite? Personne n'aura jamais la réponse. Nous vivons à Hollywood. C'est la capitale du glamour, du suspense et de l'illusion. Un dénouement aussi simple que ça ne correspondait pas aux histoires, aux différents scénarios que nous avions tous échafaudés. Le meurtre de Ronnie Chazen restera une énigme. Une fin comme Hollywood ne les aime pas. Le 31 mars 1995, dans la petite station balnéaire de Corpus Christi au Texas, une jeune femme sort en courant d'une chambre d'hôtel. Quelqu'un vient de lui tirer dessus. Lorsqu'elle se met à courir et à crier, son cœur bat de plus en plus fort. Et à l'intérieur de son corps, cela saigne de plus en plus. Cette jeune femme, c'est Selena Quintanilla, la reine de la musique latina. La star américano-mexicaine vend des millions de disques et vient de triompher aux Grammy Awards. La chanteuse vivait un conte de fées. Elle était adorable et très abordable. J'ai toujours été impressionné par la proximité qu'elle avait avec ses fans. La superstar accumulait les succès et était adulée de son public. Alors pourquoi cette surdouée de la musique a-t-elle été tuée? Elle était si bonne et si confiante, et c'est certainement cela qui a causé sa perte. La ferveur de ses fans a-t-elle conduit Selena Quintanilla à sa perte? Que faisait la jeune star dans un motel isolé du Texas? J'ai fait une tentative d'intraveineuse sur son bras droit, et quand je l'ai bougé, une bague est tombée de sa main. Qui a tiré sur la princesse latina? Que cache le mystère de la bague? Retour sur un conte de fées qui a tourné au cauchemar. Au sud du Texas, la petite station balnéaire de Corpus Christi. Tout est calme ce 31 mars 1995. Il est 11h48. Tout à coup, dans ce motel situé à la périphérie de la ville, une détonation vient troubler cette douce matinée. Une jeune femme sort précipitamment d'une chambre. Elle marche avec peine, titube. Sa vue se brouille. Mètre après mètre, elle laisse ses empreintes ensanglantées. Elle perd du sang, beaucoup de sang. Mais elle fait tout pour arriver jusqu'à la réception du motel. Dans sa main, elle serre coûte que coûte un objet.
Va-t-elle parvenir jusqu'à la réception et livrer le nom de la personne qui lui a tiré dessus? Elle commence à faire une hémorragie interne. Bien sûr, il y a du sang qui coule à l'extérieur, mais ça saigne bien plus à l'intérieur de son corps. Elle court et elle crie sur plus de 100 mètres tout le long de la piscine jusqu'au lobby. Lorsqu'elle court et qu'elle crie, son cœur bat de plus en plus fort. Et plus elle court, plus elle saigne. De plus en plus, de plus en plus. À bout de souffle, la jeune femme atteint enfin la réception de l'hôtel et s'écroule sur le sol. Un employé se précipite vers elle et la reconnaît immédiatement. C'est Selena Quintanilla, la reine de la musique latina. À 23 ans, elle a déjà vendu 20 millions d'albums et vient d'être sacrée aux Grammy Awards. L'employé du motel est sidéré. Ruben, le manager, se penche doucement vers elle. Il tente de la redresser. Et il s'écrie, c'est Selena, c'est Selena. Elle ouvre les yeux, regarde Ruben, et Ruben lui dit, qui a fait ça? Selena dit, et ce seront ses derniers mots, les derniers mots qu'elle aura prononcés sur Terre, chambre 150. La chambre 150, celle dont vient de s'échapper la jeune femme. Pourquoi Selena donne-t-elle ce numéro? Que s'est-il passé dans la chambre 150? Mais surtout, que faisait la star de la musique latina dans ce modeste motel du Texas? A-t-elle été victime d'une agression ou d'un rendez-vous galant qui a mal tourné? Le réceptionniste appelle immédiatement une ambulance. Les secours arrivent en quelques minutes seulement. Parmi eux, Richard Frederickson, ambulancier, donne les premiers soins à Selena. Nous avons entendu l'appel concernant des coups de feu dans cette zone. Une équipe a été envoyée, mais comme nous étions plus proches, nous avons pris l'appel et nous y sommes allés immédiatement. Quand nous sommes arrivés à la réception, nous l'avons trouvée là, gisant sur le sol. Nous avons immédiatement cherché l'endroit où elle avait pris la balle. On a découpé son sweat. Elle avait une plaie par balle au torse, au niveau de la clavicule. Quand on l'a retournée, on a vu qu'elle était blessée dans le dos. On a donc enlevé la veste et on a trouvé la plaie. On l'a patchée aussi vite que possible, on l'a retournée, mise sur la civière et directement sortie d'ici pour la mettre dans l'ambulance. Dans le véhicule, alors que Richard cherche à stabiliser l'état de Selena, il fait une étonnante découverte. J'ai essayé de lui faire une intraveineuse sur le bras droit, mais ça ne marchait pas. Du coup, j'ai fait une tentative sur son bras gauche, et quand je l'ai bougé, une bague est tombée de sa main. Elle est tombée sur le sol. Je l'ai ramassée, posée sur une étagère et ai continué ma tentative d'intraveineuse. Selena a couru sur plus de 100 mètres avec une balle dans le dos, perdu plusieurs litres de sang. Mais malgré son état, la chanteuse n'a jamais lâché cette bague jusqu'à l'arrivée des secours. Quel mystère se cache derrière ce bijou? L'ambulance file vers l'hôpital de Corpus Christi. Malgré la rapidité des secours, la princesse latina s'éteint à son arrivée. Si Selena n'avait pas bougé et était restée droite, la balle n'aurait pas pénétré de cette manière. Elle n'aurait pas pris cette direction. Elle aurait peut-être perforé un poumon, mais elle serait probablement toujours en vie aujourd'hui. C'est fou comme la vie tient un fil. Ce jour-là, le destin de Selena Quintanilla s'est joué à quelques millimètres près, sonnant le glas d'une vie qui avait tout d'un conte de fées. Une voix, un visage d'ange. La princesse latina faisait vibrer les foules à chacune de ses apparitions. Elle avait révolutionné la musique mexicaine dans un milieu encore très masculin. Née au Texas, Selena est la cadette d'une famille modeste d'origine mexicaine. Dès l'âge de 6 ans, la petite fille montre des dispositions pour la musique.
Son père Abraham veut faire d'elle une star. Elle sera la chanteuse du groupe qu'il monte avec tous ses enfants. 10 ans plus tard, Selena et ses frères et sœurs se sont fait un nom en écumant les mariages, les foires et les fêtes locales. Désormais, Selena est devenue l'icône de la musique tejano, un mélange de country et de rythme mexicain. Sous la férule du patriarche, Abraham, Selena enchaîne les albums et les succès. À 18 ans, elle devient même ambassadrice du géant américain du soda. Une ascension foudroyante. Un soir, je regardais la télé. Je l'ai entendue pour la première fois. Et j'ai vu que cette fille avait quelque chose en plus. Elle avait une voix, une énorme présence sur scène, mais surtout, j'ai constaté qu'elle avait le don d'attirer les gens. Le nombre et la diversité de gens au concert étaient étonnantes. Il était évident qu'elle avait quelque chose que tous les artistes n'ont pas. Un artiste est un artiste, mais elle avait ce petit supplément d'âme, ce don de Dieu. À 20 ans, Selena est déjà à la tête d'une fortune estimée à 5 millions de dollars. Une réussite insolente. Et la jeune diva devient bientôt l'objet de fantasmes de milliers de fans. Elle était très talentueuse, une femme magnifique, charmante, qui avait tous les atouts dont une célébrité peut rêver. J'ai rencontré Selena et son groupe à plusieurs reprises, souvent lors d'événements télévisuels. Elle était absolument adorable et très abordable. Je dois dire que j'ai toujours été très impressionné par la proximité qu'elle avait avec ses fans. Cette proximité avec ses fans l'a-t-elle conduite à sa perte? Certaines groupies ont-elles empiété sur sa vie? À l'aube de ses 24 ans, l'étoile filante de la musique latine a-t-elle été dépassée par son succès? Au Days Inn, un employé du motel a entendu la détonation. Trinidad Espinosa, chargé de la maintenance, est même le premier à découvrir le visage du criminel. J'allais dans cette direction et j'ai vu une femme de ménage qui courait. Elle criait « On a tiré sur quelqu'un !» Mais je ne suis pas allé jusque là-bas parce que j'ai vu une autre femme sortir de la chambre et elle avait un revolver à la main. Elle était à peu près là, avec son arme pointée comme ça, et Selena continuait à courir. Donc la femme est repartie en direction de la chambre et ensuite elle est allée jusqu'à son pick-up qui était garé juste là. C'est donc une femme qui a tiré sur Selena. Au volant de son pick-up rouge, elle tente maintenant de s'enfuir. Mais elle va tomber nez à nez avec les policiers qui débarquent sur les lieux du crime. Face aux agents, le véhicule suspect recule et finit par se garer. Pour empêcher tout risque de fuite, les policiers se placent à l'arrière du pick-up. Paul Rivera, chef enquêteur, mène les opérations. Rapidement, il découvre à la réception de l'hôtel l'identité de l'occupante de la chambre 150. Une certaine Yolanda Saldivar, propriétaire d'un pick-up rouge. Paul Rivera tente alors d'entrer en contact avec elle. J'ai essayé de lui parler. Je lui ai dit « Eh madame, sortez de là, on va vous aider ». Elle a descendu la vitre, qui était teintée, et a dit « Partez, partez !» « Madame, on veut vous aider. Partez !» Et elle pointait son revolver sur sa tempe. La femme est armée et refuse de quitter son véhicule. Hystérique, elle somme la police de ne pas l'approcher et menace même de se suicider. Pour éviter une fusillade, les policiers déclenchent un dispositif de sécurité exceptionnel. Ils font appel au SWAT, une unité d'élite habituée à gérer les prises d'otages. Le SWAT est davantage préparé à gérer les situations violentes. C'est une unité spéciale. Une unité qui possède les meilleurs tireurs. Ils sont plus aptes à désarmer une personne qu'un policier lambda. Ils sont beaucoup plus performants, beaucoup plus efficaces. Ce jour-là, en tant que négociateur du SWAT, Larry Young est aux avant-postes.
Il va devoir négocier avec la forcenée sur le parking. Une mission délicate, très éloignée des clichés des séries télévisées. Ce n'est pas comme à la télé où le policier arrive et dit « Ok, je vais y aller, je fais semblant d'être le livreur de pizza, je regarde à gauche, je regarde à droite, t'inquiète pas, je ramène l'otage, je n'y vais pas armé, j'enlève mon gilet pare-balles. Oh non, c'est pas comme ça du tout. » Armés jusqu'aux dents, les policiers du SWAT se sont positionnés autour de la voiture. Et ils ont tiré une ligne téléphonique pour que Larry puisse discuter avec la forcenée Yolanda Saldivar. La première chose que j'ai dit à Yolanda a été « Yolanda, je suis Larry. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je sais que tu es dans une situation difficile. Comment peut-on te sortir de là ?» Et elle était vraiment hystérique, très émotive. Et pas vraiment communicative au début. Elle pleurait et elle gémissait beaucoup. Les enquêteurs connaissent désormais le visage de la femme qui a tiré sur Selena. Mais qui est cette Yolanda? Connaissait-elle la star de la musique latina? Au fil des heures, les policiers parviennent à dresser son profil. Elle avait été infirmière en clinique privée. Elle allait souvent au concert de Selena et à cette occasion, elle s'était rapprochée de la sœur de la chanteuse, Suzette. Elle est donc devenue une amie de sa sœur, puis elle s'est rapprochée de Selena et l'a convaincue qu'elle pouvait fonder un fan club pour elle. Yolanda, demoiselle célibataire, est fan de Selena depuis le premier jour et folle de joie à l'idée de travailler pour son idole. Donc Yolanda a dirigé le fan club de Selena. Le fonctionnement de ce club était simple. Quiconque voulait s'inscrire envoyait $20 et avait une photo, une cassette, un t-shirt de la chanteuse. Yolanda devait donc envoyer tout ça dès qu'elle recevait les $20. Au bout de quelques mois, le rêve devient réalité pour Yolanda. Elle est devenue la confidente de la star. Sa princesse, l'objet de son fantasme. Mais aussi une intime du clan familial, au point de prendre une place importante dans leur business. Selena lui confie bientôt toute la gestion de ses fan clubs. Pourtant, à l'époque, certains interlocuteurs s'interrogent sur les compétences de Yolanda. Le producteur de télé Ken Martin se souvient encore de leur première conversation. Quand j'ai voulu contacter Selena, j'ai appelé son bureau de San Antonio. Et après avoir été balancé de poste en poste, j'ai fini par tomber sur Yolanda, qui s'est présentée comme son manager. Je lui ai expliqué la proposition commerciale que je voulais lui faire, mais je n'ai pas été du tout impressionné par sa connaissance du business. J'ai dû lui expliquer plusieurs fois les étapes à suivre, et les discussions que j'ai eues avec elle n'étaient vraiment pas productives. Sur le parking de l'hôtel, la situation est électrique. Yolanda refuse toujours de se rendre. Larry n'a qu'une obsession, l'arrêter vivante. Elle est la seule à savoir ce qui s'est passé dans la chambre 150. Alors, le négociateur fait tout pour maintenir le contact avec elle. Elle avait besoin de parler. Elle avait beaucoup de choses sur le cœur. Elle était proche de la famille et apparemment elle était très proche de Selena depuis un bon moment. Elle était submergée par différentes émotions et elle avait besoin de faire sortir tout ça. Yolanda s'épanche de plus en plus auprès du négociateur. Elle lui fait des confidences sur la relation difficile qu'elle entretenait avec le père de Selena. Elle et le père de Selena ne s'entendaient pas. Elle se sentait menacée. Elle voulait qu'on sache qu'elle avait peur de lui et qu'il avait été menaçant avec elle, qu'il lui avait fait des choses horribles, des choses qui n'ont jamais pu être prouvées finalement, dans un sens comme dans l'autre. Au sein du cercle très fermé de la famille de Selena, Yolanda est très vite tombée sur un ennemi de taille. Abraham, père possessif qui entretient une relation exclusive avec Selena, n'aime pas Yolanda. Il la soupçonne de malhonnêteté. Son intuition va s'avérer juste.
Il a enquêté lui-même, a regardé dans les livres de compte, les chèques endossés, et il a découvert que Yolanda leur volait de l'argent, beaucoup d'argent. Il y avait plusieurs chèques de plusieurs centaines de dollars rédigés au nom de Yolanda, à l'ordre de Yolanda et signés par Yolanda. Donc elle faisait les chèques à son nom, les signait et les endossait elle-même, et gardait l'argent pour elle. Monsieur Quintanilla a organisé une réunion dans la maison familiale avec Suzette, Selena, Yolanda et lui-même. Et à cette réunion, il a accusé Yolanda de leur voler de l'argent et surtout, il a réussi à convaincre Selena, car Yolanda n'avait aucune explication à donner. Il lui a donc demandé de quitter sur le champ la société de production de la famille. Et il lui a dit « Dégage d'ici et ne reviens jamais, sinon j'appelle la police et tu iras en prison. » Yolanda vient d'être démasquée. Pour le clan Quintanilla, elle devient indésirable. Sauf pour Selena, qui a du mal à se séparer de sa grande amie. En cachette de son père, la chanteuse suggère à Yolanda de se rendre au Mexique pour continuer à gérer ses affaires incognito. Mais avant qu'elle ne quitte Corpus Christi, Selena lui demande les livres de compte de la société. Yolanda devient injoignable. Et Selena commence à perdre patience. Elle lui dit « Si tu ne m'apportes pas les comptes, je vais te faire un procès pour les récupérer. » Yolanda lui dit « Ne t'inquiète pas, je suis sur le chemin, je te les ramène. » Mais au lieu d'aller directement à Corpus Christi, elle s'arrête à San Antonio, où elle récupère une arme, et arrive à Corpus Christi le jeudi 30 mars. Elle arrive tard le soir, prend une chambre au Days Inn Motel. Ce vendredi 31 mars, le téléphone sonne tôt, très tôt, au domicile de Selena. Yolanda lui annonce « S'il te plaît, rejoins-moi. Je ne voulais pas te le dire, mais lorsque j'étais à Mexico, je me suis faite violer par 3 hommes et frapper avec une batte de baseball. Je saigne et je vais mourir si je ne vais pas voir un docteur. » Selena, qui a du cœur, lui dit « Ne bouge pas, j'arrive tout de suite. Tu dois absolument aller chez le docteur. » Pour le moment, le stratagème de Yolanda fonctionne auprès de Selena. Mais à l'hôpital, la chanteuse va découvrir la tromperie de son amie. Les infirmières ont vu que Yolanda avait tout inventé. Elle avait des égratignures sur les bras. Elle se les était infligées à elle-même. Elles ont dit à Selena que Yolanda ne s'était pas faite violer. Et Selena a ramené Yolanda à l'hôtel. Pour la jeune star, c'est le choc. Le dernier mensonge de Yolanda a le goût amer de la trahison. Selena ramène Yolanda à l'hôtel sans imaginer une seconde que son amie est en possession d'une arme. La chanteuse se gare à côté du pick-up rouge. Cette fois-ci, elle est bien décidée à se séparer de Yolanda. Mais avant cela, elle veut absolument récupérer les livres de compte qui se trouvent dans la chambre 150. Les 2 femmes pénètrent à l'intérieur et le ton monte très vite. Selena se retourne et dit « Ok, je m'en vais d'ici, Yolanda, ça suffit. » Elle s'apprête à partir. Elle ouvre la porte de la chambre. Et à ce moment-là, Yolanda pointe l'arme sur le dos de Selena et tire une fois. Un seul tir qui envoie Yolanda sous les feux des projecteurs. Car sur le parking du motel, les fans de la star et les médias alertés ont pris position derrière les cordons jaunes de la police. Les journalistes couvrent l'opération de police en direct. Yolanda est toujours retranchée dans sa voiture, dans la ligne de mire des tireurs d'élite. Après 9 heures de pourparlers, la forcenée se rend, épuisée et à bout de nerfs. Larry, le négociateur, se retrouve face à elle pour la première fois. Sur le parking, les fans de Selena sont déchaînés. Quand je l'ai récupérée, je lui ai dit à quoi elle devait s'attendre en sortant de là. Il y avait toutes ces caméras dans les rues, ces gens qui lui soufflaient dans les cornes, des gens qui hurlaient des insultes avec des gestes déplacés. C'était vraiment chaotique dehors. Au poste de police, Yolanda avoue le meurtre de son amie.
Elle semble dévastée, mais ne donne à aucun moment les raisons de son geste. Le mobile du meurtre reste un mystère. Que s'est-il passé dans la chambre 150 entre les deux femmes? Qu'est-ce qui a poussé Yolanda à tirer sur Selena? Et pourquoi la reine de la musique latine tenait-elle une bague dans sa main? Autant de questions sans réponse que seul le procès de Yolanda Saldívar peut encore résoudre. Un procès sous très haute tension car les fans et les médias sont encore au rendez-vous. Il y avait des pancartes dehors où il y avait écrit « À mort la cochonne ». Et encore, ça c'était plutôt gentil. Il y en avait des bien pires. Et nous savions que si on rendait un verdict non coupable, nous allions avoir de sérieux problèmes. Yolanda encourt la prison à vie. Tous attendent les clés du mystère de la chambre 150. Quand nous sommes arrivés là-bas, il y avait des centaines de personnes devant le tribunal. Des camions satellites, plus de 250 médias venus du monde entier. Et ils avaient tous demandé des accréditations pour assister au procès. Si bien que c'était même difficile pour nous d'entrer et de sortir du tribunal tous les jours. Yolanda Saldívar a très peu de chances de s'en sortir. Mais à la barre, elle va tenter un dernier coup de poker. Devant une assistance médusée, elle plaide maintenant l'accident. Selon elle, le coup serait parti alors qu'elle demandait à Selena de fermer la porte d'un geste de la main. Cette nouvelle version va-t-elle convaincre les jurés? Les experts nous ont montré qu'avec ce type de revolver, vous devez mettre beaucoup de force pour appuyer sur la détente et ensuite tirer. Donc vous ne pouvez pas faire partir le coup juste en le touchant, comme certains le pensent souvent. Une arme ne fonctionne pas comme ça de toute façon. Le dernier espoir de Yolanda vient de s'effondrer. Mais le mobile du crime reste encore une énigme. Heureusement, au cours du procès, l'agenda de Yolanda va parler. Le procureur trouve enfin les clés du mystère de la bague. Quelques semaines avant le meurtre, Yolanda avait collecté de l'argent auprès de tous les employés de Selena. Elle avait gardé l'argent pour elle et avec la carte de crédit de Selena, elle avait acheté une bague. Le jour de l'anniversaire de Selena, Yolanda lui avait dit « Nous avons acheté cette bague pour toi, pour ton anniversaire, Selena. C'est la bague qui scelle notre amitié. » Bien sûr, Selena a adoré la bague, avec l'œuvre de Fabergé dessus. Et elle lui a dit « Yolanda, cette bague est le symbole de notre amitié. Elle va nous lier pour le reste de notre vie. » Le jour du meurtre, dans la chambre de l'hôtel, Selena enlève la bague et dit « Je n'en veux plus. Notre collaboration prend fin, et notre amitié aussi. » Quand Selena l'a enlevée, c'est à ce moment-là que Yolanda a sorti l'arme et a dit « Si je ne peux pas travailler pour toi, alors je ne peux plus travailler pour personne. » En fait, je pense que lorsque Selena a enlevé la bague, Yolanda a vu cela comme la fin de sa vie, de son monde, de son univers. En travaillant pour Selena, elle allait voir les meilleurs concerts, avait accès aux coulisses, rencontrait les plus grands artistes. Sans Selena, Yolanda n'avait finalement plus d'existence propre. Le 23 octobre 1995, après 3 heures de délibération, les 12 jurés déclarent Yolanda Saldívar coupable de meurtre au premier degré. Elle est condamnée à perpétuité, avec une peine de sûreté de 30 ans. Dehors, les fans de Selena attendent le verdict avec impatience. Quand le verdict est tombé, la prison à vie, c'était comme si le poids du monde entier quittait mes épaules. Nous étions au 5e étage du tribunal, je suis sorti de la salle, me suis penché au balcon et j'ai commencé à saluer les gens. Je me prenais pour le pape, je les bénissais. Et ils se sont mis à crier. Je me sentais tellement soulagé. Oui, j'étais le pape, rien que ça. Des pleurs et des cris de joie célèbrent la sentence au son des musiques de Selena.
Elle avait ce charisme, cette combinaison de talent et de dons de Dieu. C'est le même sentiment que pour James Dean, ce jeune et talentueux acteur qui meurt jeune et n'a pas le temps de tenir les promesses qu'il symbolise. C'est vraiment une histoire qui fascine toujours les gens. Bien des années après sa mort, la ferveur des fans est restée intacte. Le souvenir de la star n'est pas près de s'effacer à Corpus Christi. Désormais, au centre de la ville, trône une statue de Selena. Telle une sainte, la reine du Tejano est célébrée chaque 31 mars par des fans orphelins d'une chanteuse qu'ils ne reverront plus. Au petit matin du 15 janvier 2005, Rudolf Moshammer, le célèbre et exubérant couturier munichois, est retrouvé assassiné dans sa fastueuse demeure. Moshammer était extrêmement tout. Extrême dans sa façon de s'habiller, exubérant dans ses folies, avec sa Rolls, son chauffeur et son petit chien. La très bourgeoise capitale bavaroise s'est entichée de ce personnage de la mode, baroque et fantasque, chez qui les stars du showbiz adorent s'habiller. La presse est en émoi. Qui pouvait en vouloir à la coqueluche du tout Munich? Je n'avais jamais vu un tel déploiement de caméramens, de reporters et autant d'agitation autour d'une affaire. À leur arrivée sur la scène de crime, les policiers comprennent que l'enquête va durer des jours et des jours. On a eu le sentiment que quelqu'un avait maquillé la scène, comme dans un mauvais polar. En enquêtant sur ce personnage adoré du Gotha, les policiers vont aller de surprise en surprise. Moshammer avait vraiment plusieurs visages. Pas 2 ou 3, mais plusieurs facettes. Une scène de crime maquillée avec très peu d'indices. Le meurtrier de Moshammer serait-il un tueur professionnel? Le créateur cachait-il un secret si terrible qu'il lui a coûté la vie? Retour sur la fin tragique de celui que tout Munich baptisa le roi sans couronne. Munich dans le sud de l'Allemagne. Il est presque minuit ce 14 janvier 2005. Une sublime Rolls-Royce file dans les rues désertes de la capitale bavaroise. Au volant, le célèbre couturier Rudolf Moshammer, accompagné d'un autre homme. Moshammer est une star, un personnage incontournable du showbiz allemand. Depuis 4 décennies, il règne en maître sur le monde de la mode. Et dans toute l'Allemagne, sa griffe est aussi réputée que Louis Vuitton, Chanel et Yves Saint Laurent. Peu à peu, la luxueuse voiture remonte les avenues paisibles de Grunwald, l'élégante banlieue des millionnaires munichois. La voiture s'engage alors dans la très chic Robert-Koch-Straße. Au numéro 11, le portail s'ouvre et Rudolf Moshammer gare sa limousine devant la porte d'entrée d'une coquette demeure. Le passager de la voiture suit son hôte et entre dans la maison. Comme à son habitude, Rudolf Moshammer ferme la porte, à double tour derrière lui. Il entraîne alors son invité vers le premier étage, et les deux hommes s'installent dans un petit salon particulier. Une heure passe. Alors que les deux hommes s'apprêtent à redescendre, l'homme au bonnet blanc agresse le célèbre couturier. Il lui passe un câble autour du cou et serre fort. Rudolf Moshammer se débat, en vain. Il meurt en quelques minutes. Quelques heures plus tard, ce vendredi 15 janvier 2005. Comme tous les jours à la même heure, Andreas Kaplan, le chauffeur de Moshammer, se rend au domicile de son patron. Il se dirige vers la porte. Étrangement, celle-ci est ouverte. Kaplan monte à l'étage et aperçoit, allongé par terre, le corps sans vie de son employeur. Affolé, il appelle les secours. Je suis le chauffeur de Monsieur Moshammer. Il est étalé par terre, mort. Que s'est-il passé ce soir-là entre les deux hommes dans la maison? Qu'est-ce qui a pu déclencher le meurtre?
Le couturier des stars, Rudolf Moshammer, connaissait-il son assassin? Au commissariat central, c'est le branle-bas de combat. Plusieurs équipes sont dépêchées sur les lieux du crime. Lorsque les enquêteurs arrivent à Grunwald, ils découvrent avec stupéfaction qu'ils ont été devancés par la presse. On a été mis au courant assez rapidement, mais les médias avaient été plus rapides que nous. Quelqu'un avait dû intercepter l'appel à la police, c'est possible. Certains journalistes peuvent capter nos lignes. J'avais déjà 10 ans de carrière et travaillé sur des cas de meurtres spectaculaires, mais je n'avais jamais vu un tel déploiement d'équipes de caméramens et de reporters. Et c'est là qu'on a compris l'ampleur qu'allait prendre cette affaire. La nouvelle s'est propagée comme une traînée de poudre. Elle fait la une des JT télé et des radios. Des centaines de fans affluent devant la boutique du célébrissime couturier. Vous ne pouvez pas imaginer l'effet que la nouvelle de sa mort a eu sur les gens. Des centaines d'entre eux sont venus déposer des fleurs devant sa boutique. C'était comme un pèlerinage. Munich est en deuil. La ville pleure la mort de Rudolf Moshammer. Mais pourquoi les Munichois aimaient-ils tellement ce personnage exubérant et hors norme? Celui qu'ils avaient qualifié le roi sans couronne. Rudolf Moshammer était un personnage charismatique et extravagant. Il ne sortait jamais sans sa perruque à la Louis II de Bavière, sa sublime Rolls-Royce et Daisy, son petit Yorkshire. Et chaque année, il était célébré comme un des personnages incontournables de la fête de la bière. Moshammer était de toutes les soirées, de toutes les festivités. Il était toujours invité, toujours. Dans tout Munich, à chaque soirée, n'importe laquelle, il y était. C'était une personne importante qu'on photographiait tout le temps. Pourtant, cette star de la mode a commencé en bas de l'échelle. Issu d'un milieu très modeste et sans aucun diplôme, Rudolf Moshammer débute sa carrière comme simple vendeur. À 25 ans, il monte sa propre boutique et connaît rapidement une réussite insolente. Il compte de richissimes clients comme Helmut Berger et Arnold Schwarzenegger. Tous viennent dans sa boutique, le Carnaval de Venise, installé sur la très prestigieuse Maximilianstraße, les Champs-Élysées munichois. Son magasin côtoie alors les plus grandes marques de luxe. Mais au fil du temps, le personnage public est de plus en plus sollicité par ses clients et importuné par ses fans. Moshammer fait alors appel à un garde du corps pour assurer sa tranquillité. C'est vrai que quand on est une célébrité, on a toujours à faire face à des comportements étranges et déplacés. Il y a toujours des jaloux, des gens qui veulent tout simplement vous déranger dans votre vie. Et c'était quelque chose qui arrivait souvent à Moshammer. Mais le couturier star craignait-il aussi pour sa vie? Avait-il fait l'objet de menaces? Des questions que se posent les policiers. En enquêtant, ils vont découvrir un homme aux multiples facettes. Derrière le masque hilar du personnage public se cache un homme taciturne et surtout angoissé. Il avait peur de redevenir pauvre. Plus il prenait de l'âge, plus il en avait peur. Oui, c'est vrai qu'il était très méfiant. Il craignait toujours qu'on le vole. Il avait peur de ne pas avoir assez d'argent. Et il avait très peur pour l'avenir. Le 15 janvier au matin, quelques minutes seulement après leur arrivée, les enquêteurs s'affairent pour relever les indices sur la scène de crime. Au premier étage, ils découvrent le cadavre de Moshammer. Un câble enroulé autour du cou. Première surprise, les policiers notent que rien n'a été dérobé, pas même l'argenterie de grande valeur, pourtant bien en évidence dans la cuisine.
Le plus surprenant à première vue, c'est qu'il n'y avait absolument rien de surprenant sur les lieux du crime. Il n'y avait pas de traces de combat, pas de désordre, pas de sang. En fait, il n'y avait que le cadavre dans la maison et tout le reste était en ordre. On a eu le sentiment que quelqu'un avait monté la scène de toutes pièces, comme dans un mauvais polar, je dirais. Ça nous a donné l'impression que quelqu'un voulait nous tromper sur ce qui s'était vraiment passé. Oui, on était vraiment dans un mauvais polar. Bizarre, vous avez dit bizarre? C'est aussi l'impression du juge d'instruction. La scène de crime donnait une impression assez irréelle, surréaliste. Et comme il n'y avait pas de traces visibles de blessures, ça ressemblait un peu à une scène de film. Mais l'affaire était sérieuse. Rudolf Moshammer était mort. Il avait un câble entouré plusieurs fois autour du cou et tout laissait croire qu'il avait été étranglé. En tout cas, on sait que le câble était déjà dans la maison. C'était une banane rallonge. Le meurtrier a-t-il laissé des empreintes ou une trace d'ADN sur le câble? Les policiers s'interrogent et continuent leur investigation. Dans la maison cossue et bien ordonnée, un détail attire leur attention. Un objet totalement incongru, qui ne cadre pas avec le décor. Sur un secrétaire encombré de bibelots, ils découvrent une cassette porno. L'objet est posé bien en évidence, coincé entre un calice et une Bible. Cette maison était très propre, très bien rangée, presque trop soignée. Et c'est sûr que cette cassette détonnait dans le décor. Et du coup, on s'y est penché un peu plus. Qu'est-ce que cette cassette fait là? Qu'est-ce que ça signifie? La cassette était-elle un élément ajouté à la scène pour nous tromper ou bien avait-elle un rôle particulier dans le crime? On ne savait pas. Le câble et la cassette porno sont les maigres indices relevés par la police. Ces pièces à conviction sont expédiées aussitôt dans un laboratoire d'analyse spécialisé. Les enquêteurs espèrent qu'elles révéleront des traces d'ADN ou des empreintes. Un espoir bien mince, car les lieux du crime semblent avoir été nettoyés de manière précise et systématique. Les matériaux qui nous ont été fournis, c'était le câble que Moshammer avait autour du cou, ainsi que des relevés des traces laissées sur les poignées de porte, sur les commodes, sur lesquelles le coupable aurait pu éventuellement laisser des traces ADN. Il fallait être rapide car on savait que la police attendait les résultats avec impatience. Birgit Bayer et toute son équipe se lancent alors dans une course contre la montre pour faire parler quelques décimètres de fil électrique. De leur côté, les enquêteurs récupèrent dans la maison de Grunwald tous les effets personnels de la victime. Un téléphone portable, une mallette, un fax et un sac de voyage. Autant d'éléments susceptibles de les orienter sur une piste. Dans la plupart des cas d'homicide, c'est souvent dans le cercle proche de la victime qu'on trouve le meurtrier. Souvent, la victime et son assassin se connaissent. Alors, on s'est demandé avec qui Moshammer était en froid à ce moment-là. Avait-il eu des conflits avec son entourage? Que la porte d'entrée soit ouverte, c'était vraiment un élément important. Il n'y avait pas de traces d'effraction ni de lutte, ce qui voulait dire que Moshammer avait laissé rentrer le meurtrier. Pour la police, pas de doute. Moshammer connaissait son assassin. Et le témoignage du garde du corps va aller dans leur sens. Non, il n'avait même pas fait appel à nous ce vendredi-là. Il avait dit « Je n'aurai pas besoin de vous pendant quelques jours ». Les enquêteurs vont désormais devoir plonger dans la vie intime du célèbre couturier. Je me suis intéressé à sa vie privée. Qui sont ses amis? Qui sont ses partenaires sexuels? A-t-il eu des conflits, des soucis d'argent? Les policiers de la criminelle vont interroger minutieusement ses proches avec ces questions en tête. Et au fil des investigations, un personnage de l'entourage de Moshammer va attirer l'attention des policiers. C'est Andreas Kaplan, le chauffeur attitré du célèbre couturier. C'est lui qui a découvert le corps et a prévenu la police.
Et problème, l'homme n'a pas d'alibi pour le soir du meurtre. Ce n'est pas parce que le chauffeur a découvert le corps qu'il est innocent. Il avait accès à la maison, et puisqu'il n'y a pas eu d'effraction, il est potentiellement suspect. Andreas Kaplan connaissait mieux que quiconque la vie privée du richissime créateur. Mais surtout, les policiers vont faire une découverte intéressante. Moshammer avait rédigé un testament et son chauffeur en était l'un des principaux bénéficiaires. Les policiers appréhendent l'homme et vont l'interroger pendant plus de 11 heures. Le chauffeur nous a appris qu'il était un des légataires du testament de Rudolf Moshammer et qu'à sa mort, il devait obtenir une maison et une rente à vie. L'employé modèle a-t-il supprimé son patron pour toucher le pactole? L'hypothèse du crime crapuleux est bientôt renforcée, car les enquêteurs découvrent que le couturier avait un comportement colérique et irascible avec son chauffeur. Parfois, Moshammer le virait et le lendemain, il le réembauchait. Andreas a été très patient avec lui. Il a beaucoup supporté, tout supporté. Il faut dire qu'il vivait vraiment pour lui. Le chauffeur nous a raconté toute la vie de Moshammer et toutes les complications qu'il avait eues avec lui. Et puis finalement, Moshammer lui avait acheté une maison. Il a été interrogé très en détail. On lui a même posé parfois des questions gênantes. Mais les propos qu'il a tenus lors des interrogatoires ne laissaient pas entendre qu'il était le meurtrier. J'ai assez confiance en l'instinct du policier qui a mené les interrogatoires. Il a beaucoup d'expérience dans ce domaine et il est capable de soutirer des informations pendant les interrogatoires. Et là, il m'a dit « Non, ce n'est pas lui ». Les policiers ne croient pas Andreas Kaplan capable d'éliminer un patron qu'il adorait. Ils abandonnent donc cette piste pour s'intéresser aux employés de la luxueuse boutique. Car ces derniers temps, les ventes baissaient inexorablement et les clients se faisaient plus rares. Fini la période faste pour Moshammer, qui le vivait très mal et devenait de plus en plus irascible. Le jour du meurtre, il avait d'ailleurs ouvert le tiroir-caisse et s'était écrié « Mais il n'y a rien dedans !» Et comme d'habitude, ses employés avaient fait les frais de sa mauvaise humeur. On peut dire que tous avaient eu un motif potentiel pour tuer Moshammer, car il n'était pas très aimable avec eux. Il était très colérique. Parfois, il renvoyait tous ses employés, puis 5 minutes plus tard, il les réembauchait. C'est vrai qu'il avait eu des confrontations, des conflits au niveau professionnel avec ses employés. Et c'est vrai qu'il était craint et redouté en tant que patron. Des employés malmenés, un chiffre d'affaires en baisse, Moshammer avait visiblement des raisons de se faire des soucis. Mais là encore, les interrogatoires ne donnent rien de probant et les enquêteurs repartent de zéro. Mais alors, qui a bien pu assassiner Rudolf Moshammer? Et à qui profite la mort du célèbre créateur? Vendredi 15 janvier, la nuit tombe sur la bourgeoise capitale bavaroise et le meurtrier de Moshammer court toujours. Avec la médiatisation de l'affaire, le téléphone ne cesse de sonner au poste de police. Certains s'enquièrent de l'avenir de Daisy, le petit chien orphelin. D'autres veulent savoir où en est l'enquête. Mais plusieurs témoins sont formels. Ils ont vu le couturier accompagné par un homme reconnaissable à un détail. Ils avaient vu Moshammer au volant de sa voiture, sur le chemin entre le quartier de la gare et sa maison de Grunwald, avec un homme portant un bonnet blanc, assis sur le siège passager. Un homme avec un bonnet blanc. Les policiers ont enfin l'élément qu'ils attendaient. Le signalement était important pour nous, car c'était une information précise et qui a permis de donner une vraie direction à l'enquête. Évidemment, on n'avait pas de suspect, mais on savait clairement comment poursuivre nos investigations. Et cette direction n'est pas celle de la très chic Maximilianstrasse, ni des paisibles allées de Grunwald, mais celle du quartier de la gare, où visiblement Moshammer aimait se promener.
car les policiers découvrent que le couturier star, qui adore se montrer en public le jour, a une deuxième vie. La nuit, il se transforme en libertin dans un milieu interlope. Plusieurs témoins nous ont raconté que Moshammer passait souvent dans le quartier de la gare pour y chercher des partenaires sexuels. Le quartier de la gare de Munich est le genre d'endroit où l'on peut trouver des prostituées. Mais ce n'est pas non plus comme on se l'imagine, avec des gens qui font ouvertement le trottoir. Non. Normalement, si on veut faire une rencontre, il faut déjà s'y connaître un peu. Et Moshammer s'y connaît très bien. Le couturier était en fait homosexuel. En public, il s'affichait au bras des femmes, mais dans le privé, il préférait la compagnie des hommes. Il cherchait des prostituées masculins. Je lui avais dit « Non, Rudy, ça va pas. Tu es très connu dans Munich. Tu es célèbre et tu vas te chercher des types dans le quartier malfamé de la gare. » Un jour, je lui ai dit « Attendez, vous n'êtes pas raisonnable. Nous, on se charge de votre sécurité le jour et vous, vous faites le tour du quartier de la gare la nuit pendant 3 heures dans une Rolls. » Un rituel nocturne bien connu de ses proches. Et pourtant, Moshammer aimait à garder le secret sur ses rencontres un peu particulières. C'était un sujet qu'il me cachait, même à moi. Ça l'agaçait que je lui fasse comprendre. Je sais ce que tu fais la nuit. Je crois qu'il savait que tout le monde était au courant, mais il n'acceptait pas le fait que ça se sache. En fouillant le portable du créateur, les policiers retrouvent la trace de plusieurs amants de passage rencontrés ces derniers jours. Et l'un d'entre eux va leur révéler le mystère de la cassette porno. Un étonnant rituel nocturne auquel se prêtait Moshammer avec ses amants. L'homme a raconté que Moshammer l'a abordé depuis son véhicule. Lui a montré la cassette porno et lui a demandé s'il voulait la regarder avec lui. Ensuite, ils sont allés ensemble chez Moshammer. Il a garé la voiture dans la cour, ils sont entrés dans la maison, ils ont eu un échange sexuel dans cette pièce. Moshammer ne voulait pas d'homosexuels. Il préférait des hommes hétérosexuels, si possible mariés, pour qu'il n'y ait pas vraiment de lien avec eux. Mais homo, pas du tout. Désormais, les policiers imaginent un début de scénario. Le soir du crime, le distingué couturier a tourné un moment dans le quartier de la gare au volant de sa voiture. Jusqu'à ce qu'il aborde un jeune homme portant un bonnet blanc. Il lui fait une proposition, l'individu accepte et monte dans la voiture. Rudolf Moshammer lui montre alors la fameuse cassette porno, que les policiers ont retrouvée posée sur un secrétaire chez le couturier. Rudolf Moshammer connaissait-il l'homme au bonnet blanc? Était-il un amant régulier ou bien un flirt passager? Pourquoi l'homme du quartier de la gare a-t-il sauvagement assassiné le couturier munichois? Samedi 16 janvier au petit matin, la ville se réveille à peine, alors qu'au laboratoire d'analyse, Birgit Bayer et ses collègues travaillent déjà depuis plusieurs heures sur le câble électrique qui a servi à étrangler Moshammer, à la recherche d'une éventuelle trace ADN. Quand on a eu les résultats, on a eu l'immense surprise de voir apparaître 2 traces ADN. L'une était celle de Moshammer, l'autre était donc celle de son meurtrier. Ah, c'était un moment exaltant, non? Oui, à ce moment-là, on a tous ressenti une montée d'adrénaline. On était très contents. On a appelé la police pour leur annoncer la bonne nouvelle. On a eu l'information le samedi soir. Le labo avait en effet trouvé des traces d'ADN sur le câble. Et là, on s'est dit, c'est bon. Maintenant, on a vraiment une chance de percer le mystère de la mort de Moshammer. Mais reste à savoir à qui appartient l'ADN retrouvé sur le câble. On a transmis très rapidement nos résultats à la direction régionale de la police judiciaire, afin qu'ils comparent notre ADN à ceux qu'ils avaient répertoriés dans leur base de données. Et la chance va être de leur côté.
Le samedi, en début de soirée, j'ai reçu cet appel qui me disait « L'ADN a été identifié. On sait qui c'est. Et voilà comment il s'appelle. » Le meurtrier était dans la banque de données ADN, car il avait eu des problèmes avec sa petite amie de l'époque. Elle avait porté plainte contre lui pour agression. Le fait que l'ADN corresponde avec notre banque de données, c'était un énorme coup de chance pour nous. C'était presque surprenant. Dimanche 17 janvier, 2 jours seulement après le meurtre, la police tient enfin un suspect sérieux. C'est un jeune Irakien, il s'appelle Erish Ali, et il est âgé de 25 ans. Il s'agissait alors d'arrêter le coupable le plus vite possible. On pensait qu'il allait bientôt fuir. Donc on a vérifié dans le fichier de police où il était domicilié et on a fait un repérage. Les policiers planquent devant l'immeuble et attendent le suspect. Ils n'auront pas longtemps à attendre. On a vu une personne qui correspondait à notre suspect. Il avait le crâne rasé et portait un sweat à capuche. Et d'après son visage, on savait à 90% que c'était notre homme. L'homme à la capuche est interpellé chez lui dans la soirée. Les policiers perquisitionnent l'appartement du suspect. Ils mettent la main sur le fameux bonnet blanc que le suspect a découpé en morceaux. Ils recherchent aussi d'autres indices, car l'empreinte ADN ne leur suffit pas pour l'inculper de meurtre. Afin de le localiser le soir du crime, les enquêteurs effectuent un relevé minutieux des appels sur son portable ce soir-là. En regardant la localisation des appels téléphoniques qu'il a reçus, on peut établir qu'il est dans le quartier de la gare ce soir-là, à l'endroit où Moshammer l'a abordé. Plus tard, on localise son téléphone sur les lieux du crime. Et enfin, après le meurtre, on le retrouve dans son quartier. Pour boucler leur dossier, les policiers ont besoin d'obtenir ses aveux. Mais l'interrogatoire est laborieux. Le jeune homme ne répond pas aux questions qu'on lui pose. Pire, il ne semble pas comprendre ce qu'on lui veut. C'est seulement en jouant sur le côté émotionnel qu'on a réussi à l'atteindre, à le faire parler. En lui disant « Moshammer était une mauvaise personne et la vraie victime c'est toi ». Il nous a alors parlé de sa vie, nous a raconté qu'il venait d'Irak, qu'il était pauvre et qu'il avait toujours été pauvre. Parler de lui, ça l'a touché. Et là, on a creusé jusqu'à ce qu'il nous avoue son crime. Grâce aux aveux de Erish Ali, les policiers connaissent maintenant le déroulé de cette terrible journée du 14 janvier 2005. Tout commence sur les trottoirs du quartier de la gare, entre quelques boîtes de striptease et salles de jeux lugubres. Erish Ali vient de perdre aux machines à sous les 900 € que lui avait prêté sa petite amie. Il est 23 h quand il sort du bar. Il continue à traîner dans le quartier lorsque Rudolf Moshammer, au volant de sa superbe voiture, l'aborde. Il lui propose une certaine somme d'argent en échange d'un rapport sexuel. En roulant dans Grunewald, Erish Ali se rend bien compte que les gens qui vivent dans cette banlieue très chic ont beaucoup d'argent. Arrivé au 11 Robert Koch Strasse, le couturier ferme la porte à clé derrière lui, comme il le fait à chaque fois qu'il ramène un inconnu chez lui. À l'étage, les deux hommes s'installent dans un petit salon et pour motiver son partenaire, Moshammer met la cassette porno dans le magnétoscope. Mais son partenaire se refuse à tout rapport. Peu après, Rudolf Moshammer se rend dans la salle de bain. C'est à ce moment-là qu'Erish Ali fouille la commode. Il est persuadé d'y trouver quelque chose à voler. Mais il ne trouve rien. Il s'empare alors d'une rallonge électrique. La soirée est finie. Moshammer propose à son partenaire de le raccompagner. Erish lui passe alors le câble autour du cou et serre avec toute sa vigueur. Le couturier se débat,
Mais Erich ne lâche pas. L'agonie de Rudolf Moshammer dure près de 5 minutes. Erich Ali fouille alors les poches de sa victime. Il dérobe plus de 1 000 €, récupère les clés, puis s'enfuit de la maison en laissant la porte ouverte. À pied, il traverse silencieusement la banlieue de Grunwald. Quelques centaines de mètres plus loin, il jette mécaniquement les clés dans des buissons avant de disparaître dans la nuit noire. Fin de partie pour les policiers munichois. Quelques mois plus tard, Erich Ali écope de la prison à vie pour meurtre et vol. Et le 22 janvier, le couturier des stars est enterré en grande pompe. Le cortège remonte la prestigieuse Maximilianstraße, devançant des milliers de fans. Selon ses souhaits, Rudolf Moshammer repose aux côtés de sa mère, dans leur sobre mausolée. Je me souviens de la presse. C'était énorme. De la même envergure que lors de ses débuts dans la Maximilianstraße. Il est parti comme il est venu, dans la Maximilianstraße. C'était vraiment très fort. Son enterrement, ça a été son dernier grand show. Mais aujourd'hui, sur la Maximilianstraße, la boutique du célèbre créateur de mode n'est plus. Désormais, c'est un autre magasin de luxe qui occupe la place.